Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménilus. Coucou vous, comment ça va? Ça commence fort. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Cécile. Bonsoir. Oh là là, c'était grave. J'ai été victime d'une agression par Françoise Degois dans le couloir de Sud Radio avant même de rentrer dans le studio. Embrasser? Non, Non, c'est bien pire que ça. Alors, c'est quoi? Allez-y, dites les propos ignobles que vous C'est-à-dire avez que tenus. je n'ai pas eu de propos ignobles. J'ai juste demandé à Philippe David comment allait son joueur préféré, Marco Verratti. Et là, Vous êtes d'accord que c'est une petit. sorte de... C'est petit. Moi, je soutiens l'OM. La méchanceté. La méchanceté Ah non, Vous gratuite. êtes en méchanceté. noir, mais Ah, tout c'est de la noir méchanceté. vêtu aujourd'hui. C'est dingue. En tout cas, Qu'une chemise blanche. excusez-moi, pour replacer, pour ceux qui n'auraient pas vu le match hier, Oui. voilà, du PSG contre le Bayern. Enfin, c'était le Bayern avec le Bayern, parce que moi, le PSG, je ne les ai pas vus. Hein. Sauf Verratti, Voilà. qui a Si, vraiment fait voilà, des c'est- petites arabesques avec son malheureusement. ballon. C'était vraiment très chouette. Bref, en tout cas, on a perdu, mais on a bien perdu. Hein. Ah oui, on a bien perdu. La deuxième mi-temps était un naufrage. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé être petite souris dans la boue que vous avez Patrick Roger, Philippe David et Philippe Bilger. J'aurais aimé voir Mais moi, je répondais pas. J'ai enfin compris comment on pouvait enlever les messages pour regarder le match. On a beaucoup échangé avec Patrick Roger, je l'avoue. En tout cas, ça a bien chialé chez certains. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité. Merci d'être là tous les soirs, de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous permet de vous faire des petits coucous. Comme ça, vous voyez comment on est habillé. Vous pouvez acheter les mêmes vêtements. Bah, ça dépend de qui. Au contraire. Ou le contraire, effectivement, de ne pas les acheter. En tout cas, 0826 300 300, c'est notre numéro de téléphone. Au bout, il y a notre ami Aude, pardon, que l'on embrasse. Et tout de suite, le sommaire de cette émission. Allez, on y va. 142 milliards d'euros de bénéfices pour le CAC 40. C'est bon pour l'économie ou un scandale pour l'inflation? Eh ben, 2022, une année record pour les entreprises françaises du CAC 40, luxe et énergie. 142 milliards d'euros de bénéfices, un partage peu équitable entre les actionnaires et les salariés qui fait grincer des dents, Philippe. Oui, Cécile, dans le contexte actuel d'inflation, aucun groupe du CAC 40 n'a annoncé baisser ses dividendes, qui ont pourtant atteint, comme vous l'avez justement rappelé, des records en 2022. Par exemple, LVMH distribuera près de 6 milliards d'euros à ses actionnaires, quand il n'en reversera que 400 millions à ses salariés, et ce n'est pas le seul. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est une bonne chose que nos entreprises gagnent beaucoup d'argent, comme ça elles sont moins vulnérables aux appétits étrangers, ou vous pensez qu'en période d'inflation c'est insupportable? On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Et pour l'instant, c'est 73% d'entre vous qui votent sur notre compte Twitter qui dit honteux pour l'inflation. Et puis, la France doit-elle accueillir des femmes afghanes? C'est notre coup de projecteur de 18h30. Hier, dans un communiqué, l'ONU a appelé les talibans à mettre fin immédiatement aux restrictions draconiennes prises à l'encontre des droits des femmes en Afghanistan. Selon l'organisation, l'Afghanistan serait le pays le plus répressif au monde pour les femmes, Philippe. Oui, Cécile, c'est Rosa Otunbayeva, la chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, qui porte cette accusation contre les talibans. Les Nations Unies estiment qu'en 2023, accrochez-vous bien, 11,6 millions de femmes et de filles afghanes auront besoin d'une aide humanitaire. Alors, est-ce que pour vous, la France doit accueillir les femmes afghanes, ou vous dites, l'Afghanistan, c'est loin, ça nous concerne pas? On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites non à 78%. Et ben, on a envie de vous entendre, ceux qui disent non. On voudrait comprendre pourquoi. 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, notre président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, Philippe Bilger? Il va bien, il Oui. va bien. Oui. Tiens, dans le fond, si on parlait de nous à la troisième personne, on serait bien. J'adore. Oui. Comme ça Alain va. Delon, vous n'avez rien à lui envier physiquement. Voilà, Non. ou carrément Giscard. Oui. Ou De Gaulle. De Gaulle, ouais, bien De sûr. Gaulle, dis donc, Voilà. la comparaison est dingue. Je vais essayer de résister, tout de même. Elle est en forme. Françoise Degois. Elle est en Vous savez forme, que elle vous remercie. C'est Elle la est en Sainte forme. Françoise, il paraît. Ouais, c'est la Sainte Françoise, c'est vrai. C'est la Sainte Françoise. Oui, Ouais, j'ai bien ma sûr. sœur Françoise qui m'a envoyé, tu sais que c'est notre fête aujourd'hui. Bien sûr, bien Souhaite sûr. bonne fête à Alors, Françoise alors, Degois. alors, Je- bien sûr, Je tiens à signaler que les fêtes se fêtent la veille. Mais bon, on va quand même Bah, grave. C'est la Sainte Françoise, je reconnais, je constate que rien n'a été fait pour elle, pour fêter sa fête dignement. Scandaleux. Elle attendait. Françoise, c'est faux. Ah. On est là.
On aurait Elle pu vous attendait abandonner des sur un victuailles. trottoir. Elle attendait des victuailles, elle attendait les délicieux petits saucissons là qui ramènent Philippe Bilger que j'adore. Le Bénard, toujours rien. Rien. Non, Non, mais non, rien. Sébastien, le gars, lui. Non, mais- le gars, ça fait 6 mois qu'il est là, il a même pas payé Non, la mais- taxe. non, mais- Pour les rien. promesses, Non, mais il est remarquable. notre ami Rien, mais Sébastien c'est Ménard. un homme politique, notre c'est un ami- macroniste. Qu'est-ce que tu veux Non, que je te mais dise notre le ami gars Sébastien Ménard, il va vous faire votre fête dans le débat. Je crois que c'est prévu comme ça. Non, mais rien. Sébastien Ménard, un petit. D'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, les mains vides, mais là. Je crois que la dernière fois que vous êtes venu, vous vous étiez engagé. Hein, Ouais. et là, vous n'avez pas tenu parole. alors, Il est je même tiens- avec son associé Non, qui a dit oui, on amènera des choses. je tiens à préciser que les choses étaient effectivement prévues. Tout comme avoir normalement ce jour un bilan carbone particulièrement J'ai respectable. l'impression d'entendre Emmanuel Macron. Non, mais attendez, j'ai mis, et mon ami Philippe David est témoin, j'ai mis 8h25 pour venir, là où d'habitude je mets sobrement alors 4 heures Et au donc, TGV. vous étiez venu avec de la crème glacée. Quel est le sujet Bah, le sujet, c'est que tes copains grévistes m'ont empêché d'arriver à l'heure au bureau et de passer avec mais mes tu te fameuses barres fous de chambre moi. Je suis chocolat témoin de que moralité. j'avais. Non mais le Voilà. gars, c'est à cause de la grève. Non mais tu sais, c'est comme Olivier Véran et on va mourir de faim en juin à cause des grévistes. Mais Et n'importe Françoise, quoi. et les marmottes. Vous savez, les Oui, marmottes. bah oui, elle plie. Comment elle c'est plie. passé si Non, mais non, Ouais. mais non. Et c'est François qui est avec nous et qui nous appelle sur les Quelle 0826 300 300. Vous nous appelez des Yvelines. Bonsoir François, bienvenue. Et bonne fête. Ah, merci. Alors, moi, c'est Merci François. François. Mais bonne fête François. C'est les Merci. Françoises, on s'en fout. Allez. Oui, on s'en fout. Alors, Non, bonne non. fête à tout le monde. Bonne fête à Cécile, bonne fête à Philippe, bonne fête à toute les Il est sport. Il est excellent. Bonne fête, Vous, Philippe alors Bilger. François, vous mangez à tous les râteliers. J'aime assez ça. Je trouve ça plutôt intéressant comme point de vue. François, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur cadre dans le secteur privé. Ah, très bien, très bien. Des cadres en bois, Cadre souple. Cadre souple. Cadre noir de Saumur. Et donc, cadre gréviste ou hors note gréviste? Cadre plutôt gréviste. Oh, c'est génial. Quelqu'un du privé qui est gréviste. Eh ben, on Non, va mais- fêter les François et les François ce soir. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre dans le plutôt. Oui. Donc, plutôt, j'ai des limitations pour participer. Par contre, j'alimente la cagnotte. Voilà, c'est ça. Super bien. En tout cas, François, vous restez avec nous pour le quiz de l'actu, mais pour aussi bien entendu, parler, en tout cas débattre avec nous en attendant la chanson du jour. Un Mexicain basané est allongé sur le sol. Marcel Amont, Sombrero sur le 93, nez. qui nous a quittés hier à 93 ans. Oui, absolument. C'est l'occasion de lui rendre Hommage. hommage. Vous vous souvenez de cette chanson? C'est bien dommage De travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie. L'amour, ça fait passer le temps. Ça m'est revenu, oui. Ta-na-na-na. Mais heureusement qu'il est décédé. Hein, Le pauvre non, mais il était bien. Hein. Ouais, il est très populaire. mais c'était un grand monsieur. C'est Marcel. pas maintenant qu'on parle de lui. Non, c'est Non, tout à l'heure. absolument Tout à pas. l'heure. C'est absolument pas. Vous Tout restez à avec l'heure. nous. Bienvenue, Je c'est les vraies craignais de voix. me tromper de registre. Non, Je ne tu te suis pas souviens le de- procureur contre Tu te lui. souviens de ton réquisitoire là? Mais vous vous souvenez Pardon. Tu te souviens de ton réquisitoire là? Ça Ouais. arrive. Ah ben, bien sûr, parce que bien sûr. c'est C'est maintenant. maintenant. C'est maintenant. Allez, Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous le requérir contre c'est pas facile à dire. requérir contre la présidence. Au petit bonheur, les mesures. Je connaissais le Ouais. petit bonheur, la chance, pas le petit bonheur, les mesures. Récemment, j'ai écrit un billet sur mon blog en parlant de Macron le mal-aimé et bien sûr, j'ai évoqué Françoise en disant que c'était notre seul sujet de controverse, le fait que je le trouvais, malgré tout ce qu'il a de critiquable, intéressant, complexe, et je citais Françoise qui considérait qu'il ne fallait pas trop surestimer son intelligence. Et en même temps,
Je suis frappé de voir à quel point il ne gouverne, il ne préside qu'en sentant le vent. C'est-à-dire que il y a eu Gisèle Halimi, l'hommage national. Maintenant, il y a la constitutionnalisation du droit à l'avortement, dont il ne fera pas une mesure autonome, mais qu'il inscrira dans un vaste projet de révision constitutionnelle, à supposer qu'il puisse le mettre au bout. Et donc, j'ai le sentiment, et j'espère ne pas contredire mon point de vue initial, que c'est un homme qui a sans doute des convictions. Elles sont successives, elles sont assez souvent démagogiques. Il croit sentir ce que veut le peuple et va dans ce sens-là. Je n'ai pas l'impression d'une pratique présidentielle cohérente, courageuse et qui parfois est amenée à résister à l'opinion. Il y tombe. Françoise de Gouaves. Alors, là, c'est court. il y tombe sans y tomber. Je vais très vite parce que là, ce qui me frappe, moi, c'est le silence d'Emmanuel Macron. Il y a 3 millions de gens dans la rue. Il y en a chaque semaine un peu plus. Ça se déchire au Sénat. On a bien compris que l'opinion est contre. Personne ne comprend rien à ce projet. C'est un rejet global de l'ensemble. Et il se tait. Moi, je suis extrêmement choqué, extrêmement heurté par le silence d'Emmanuel Macron. Vous êtes encore très aimable en disant que... moi, je crois vraiment qu'Emmanuel Macron, c'est la caractéristique vraiment de l'homme qui est fort avec les faibles et qui est faible en fait avec les forts. Je le vois tout à fait comme ça. Là, il a refusé aux syndicats de les recevoir. Il fait comme si de rien n'était. Il serre les dents en attendant que ça passe pendant 10 jours. Moi, je crois que la situation peut lui échapper. Je déteste. C'est pas Emmanuel Macron lui-même. Je déteste cette façon de faire de la politique. Ça me dégoûte parce que c'est la médiocrité incarnée qui nous mène au désastre en 2027. Sébastien Ménard en 45 secondes. Wow, passer après Philippe et Françoise, vu le double réquisitoire, ça va être compliqué. Je rappelle qu'il a été élu président sous la 5e République à 39 ans. Je rappelle qu'il est donc donc, laisse-moi arriver, j'ai 45 secondes. Oui, voilà. Il y en a plus de 30. Il m'en reste 30. Merci Philippe de le rappeler. Je dis simplement qu'il est le seul président sous la réforme constitutionnelle et le quinquennat à avoir, lui, été réélu. Là où tous les autres ont été battus ou n'ont pas pu être en situation de se représenter. Peu importe. Ah bah en tout cas, importe beaucoup. Mais si, aujourd'hui, il est le président de l'ensemble des Français. T'en as 3 millions dans la rue, t'en as peut-être 10 millions qui soutiennent. On est près de 70 millions quand même. Hein, non, c'est 70% moi ce matin, je sais pas, mais en tout cas, moi ce matin, tu vois, à la gare de Dax, à la gare de Bayonne, à la gare de Biarritz, à la gare de Bordeaux, j'avais pas des gens qui soutenaient les manifestants et j'avais plutôt des gens qui étaient contre la réforme des retraites. Voilà. Mais qui n'étaient pas en soutien à tous ces connards qui nous emmerdent. Voilà. Oh bah dis donc, c'est plus du parler vrai, c'est du parler grossier. Non, tu peux pas faire ça là, Sébastien. En plus, t'es un élu, sans déconner, excuse-toi quoi. Enfin, je dis qu'il y a des gens. Sérieux, il y a des gens. Moi, je vais te screenshotter, je vais te mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont tout à fait respectables et respectueux, mais on ne peut pas bloquer les gens qui ne sont d'accord ou pas d'accord et qui souhaitent juste avoir une vie normale et donc travailler normalement. Okay. Voilà. Et je pense que le sujet de Macron, c'est pas de commenter tout ça. On s'excuse sur l'insulte, on s'excuse, bien entendu. Bien sûr qu'on s'excuse. Mais ne prononce pas, excuse-toi toi-même. C'est ce qu'il vient de dire. Mais heureusement, il n'a pas fait de bras d'honneur. Non. Je ne fais jamais de bras d'honneur, ni de doigt d'honneur en particulier. Vous restez avec nous. Allez, dans un instant, le grand débat, 142 milliards de bénéfices pour le CAC 40. Est-ce que c'est bon pour l'économie ou un scandale en période d'inflation? Pour l'instant, j'imagine que vous dites honteux pour l'inflation, c'est 78%. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gouaves est avec nous, Sébastien Ménard est avec vous. Vous, 0826 300 300. Vous allez revenir avec nous sur notre grand débat du jour, sur ces entreprises du CAC 40 qui ont enregistré 142 milliards d'euros de bénéfices. Vous avez envie de nous en parler? Vous pensez que c'est bon pour l'économie? Vous pensez que c'est honteux pour l'inflation? 0826 300 300. En attendant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots sont mélanchonisés, renvoyé et menacé. La gauche mélanchonise le Sénat, néologisme signé Bruno Retailleau de LR en plein débat laborieux sur les retraites. 2 magistrats renvoient François Bayrou en procès correctionnel pour les emplois présumés fictifs du MoDem au Parlement européen. Et puis Laurent Wauquiez menace de saisir la justice. Il reproche à l'État d'aider l'Île-de-France des aides financières au Pass Navigo et de ne pas faire la même chose pour les transports des autres régions comme la sienne. Les vraies voix Sud Radio.
Ça n'est pas une promenade de santé peut-être, mais le Sénat est déjà arrivé beaucoup plus loin que l'Assemblée nationale dans l'examen de la réforme des retraites. Les sénateurs ont finalement voté l'article 7 au cœur de la nuit, l'article qui repousse l'âge légal de la retraite à 64 ans. Pour ça, la droite sénatoriale a enclenché une procédure interne au Sénat pour faire accélérer, quasiment trapper l'examen des amendements venus de la gauche. Le président du groupe LR, Bruno Retailleau, qui a livré cette charge contre ses collègues socialistes, communistes et écologistes. Les 90 sous-amendements qui décalent d'une journée la remise d'un rapport, ça n'est pas, mesdames, messieurs, de l'obstruction. Vous êtes en train de vous mélenchoniser. Jamais nous accepterons que vous mélenchonisiez le Sénat. L'obstruction, ça n'est pas la démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui se fait harakiri. C'est un 49-3 à l'envers. Le président du groupe LR, Bruno Retailleau, au cœur de la reprise des débats aujourd'hui au Sénat, il avait présenté un amendement polémique censé être étudié aujourd'hui contre la clause du grand-père. Autrement dit, la droite veut que les régimes spéciaux disparaissent aussi pour les salariés déjà en poste. Finalement, face aux plus de 200 sous-amendements présentés par les communistes pour les contrer sur ce point, eh bien les sénateurs LR ont finalement retiré cet amendement. Pour le moment en tout cas, objectif, pouvoir continuer l'examen du reste de la réforme des retraites, un choix qui a fait bondir les bancs de la gauche à l'image du chef de file écologiste Guillaume Gontard. Je rappelle quand même que hier soir, on a cru comprendre qu'on arrêtait la séance pour pouvoir examiner l'amendement de M. Retailleau. Et puis on arrive ce matin, et puis on s'aperçoit que cet amendement, du coup, on le repousse. De quoi avez-vous peur ? Pourquoi cette désertion ? Parlons-en, c'est un sujet important, on est d'accord. Depuis le début, vous refusez le débat, vous refusez de discuter. Vous nous avez corsetés, enfermés dans un débat à sens unique, et vous continuez. Franchement, un peu de courage, remettez cet amendement, qu'on puisse discuter dans le fond. Guillaume Gontard d'Europe Écologie Les Verts sur des images de Public Sénat. Le Sénat qui vient de voter avec l'aval du gouvernement une pension améliorée pour certaines mères de famille. Du côté des syndicats qui souhaitaient rencontrer Emmanuel Macron, la porte de l'Elysée est toujours fermée, même si le gouvernement leur a fait savoir que celle d'Olivier Dussopt, en revanche, était ouverte. De leur côté, les électriciens et gaziers ont coupé le courant au Stade de France et au village olympique cet après-midi sur les travaux du village olympique. La SNCF, enfin, s'attend à un trafic très perturbé encore tout le week-end. Électrique, même malgré les coupures, le débat. Hein. Oui, absolument, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que les débats au Sénat, et je ne parle pas du fond là, ont tout de même une tenue qui me fait plaisir, quoi. Le sénateur écologiste, il critique, mais c'est bien, quoi. Je pense que tu regardes pas assez les débats. Moi, je les regarde parce que c'est mon entraînement. J'ai été journaliste parlementaire pendant des années, donc j'ai regardé ceux de l'Assemblée. Le fond a été souvent abordé. Là, les arguments de Retailleau sont tout simplement honteux, parce que en activant l'article 38 qui permet 38 qui permet au président de n'avoir que 2 orateurs et de faire tomber tous les amendements. Ils ont fait tomber tous les amendements sur les femmes. Ils ont fait tomber dans la journée du 8 mars. Ce qu'il se passe, on a bien compris que l'Archer veut absolument faire voter cette loi avant dimanche. C'est antidémocratique, c'est anti-parlementaire. C'est pas une insulte de se mélenchoniser. Les députés, les élus, les sénateurs de gauche, là où ça a été complètement biaisé, les députés de gauche ont travaillé sur le fond à l'Assemblée nationale. C'est notre volonté médiatique de n'avoir retenu que des choses qui paraissent en plus complètement anodines par rapport à un ministre de la Justice qui fait des bras d'honneur et des doigts d'honneur. Ok ? Et maintenant, on nous resserre le truc. Il ne faut pas s'arrêter sur la forme. Sur le fond, ce qui est en train de se passer au Sénat est indigne. Tout le débat est tronqué avec la voix doucereuse de Bruno Retailleau qui pense qu'il remporte une bataille. Retailleau. Évidemment, je m'inscris totalement au faux avec ce que dit Françoise. Je ne suis pas les Républicains. Pour autant, moi, je trouve les débats comme Philippe riches et tenus. Voilà. Tu les regardes ? Tu les as regardés à l'Assemblée ? Non. En tout cas, tous les gens qui parlent des débats de l'Assemblée ne les ont pas regardés. J'ai trouvé qu'à l'Assemblée nationale, c'était un chahut innommable, que c'était indigne de la représentation nationale et que ce qui se passe au Sénat permet effectivement à l'ensemble des points de vue de s'exprimer. Je regrette cependant qu'effectivement, on n'aille pas au bout sur le fond, sur les régimes spéciaux, qui en tout cas en 2023 n'ont plus leur place en France.
Voilà. On en vient à ce nouveau caillou dans la chaussure pour la majorité, le renvoi en correctionnel de François Bayrou. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics aux côtés de 10 autres personnes, des anciens responsables du MoDem ou de l'UDF. Les suites de cette affaire qui avait poussé à la démission l'éphémère garde des Sceaux le 21 juin 2017. Un remaniement qui fait suite au départ de François Bayrou et de Marielle de Sarnez. Leur parti, le MoDem, fait l'objet d'une enquête préliminaire dans une affaire d'emploi présumé fictif d'assistants parlementaires européens. Dans leur ordonnance de renvoi, les deux magistrates instructrices sont catégoriques. Des assistants parlementaires ont travaillé au profit du parti centriste alors qu'ils étaient rémunérés par le Parlement européen. Ces délits présumés n'ont pas provoqué d'enrichissement personnel des députés ou des cadres du parti, mais selon elle, ils ont bénéficié à l'ex-UDF puis au MoDem en allégeant leur masse salariale. Une réaction, peut-être, Philippe Bilger. Cette affaire me concerne indirectement, puisque c'est d'abord à la suite de celle-ci, de sa révélation, que François Bayrou a démissionné de son poste de garde des Sceaux, alors qu'il ne comprenait pas qu'un ministre et un citoyen qui tweet, ça doit être deux personnages différents. Lui aussi, d'une certaine manière, il n'avait pas compris qu'il était devenu ministre. Et puis pour le reste, cette affaire a été engagée, instruite pendant quelque temps par quelqu'un que je connais bien. Donc j'arrête là. Oui, pas de commentaire, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas, je crois que c'est un vrai caillou, mais de toute façon, tout a l'air simple. Le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, je reviens là-dessus, il y a pas lui aussi est mis en examen, et par ailleurs, il fait des doigts d'honneur, il est même pas, comment dirais-je, il prend même pas un carton jaune du gouvernement, donc allez, tout ça, Sébastien, très court. Moi, je dirais que par rapport à ce que nous relate Félix, c'est quand même je dirais une époque qui, dans la politique, a définitivement vécu. On a eu le Front National, on a le MoDem, on a eu le RPR en son temps. Je suis intimement convaincu qu'il y a eu la même chose à gauche. Il faut que la justice passe. Il faut que la justice passe. Mais l'idée de lancer la Lali sur une personnalité politique plus qu'une autre, tout ça me paraît complètement désuet. Allez, on termine rapidement avec Laurent Wauquiez qui menace de saisir la justice pour inégalité de traitement entre les habitants de l'Île-de-France et ceux des autres régions. Oui, dans le viseur du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les aides pour le pass Navigo après la décision du gouvernement d'accorder une aide financière à la région Île-de-France. Je ne peux accepter qu'on traite différemment l'habitant francilien de celui de nos territoires, déclare Laurent Wauquiez. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a convoquée. Il promet donc de saisir la justice administrative si le gouvernement confirme son refus d'aider les autres régions de la même façon. C'était à la base pour éviter une hausse exceptionnelle des tarifs. Le ministre des Transports, Clément Beaune, avait promis en décembre cette aide exceptionnelle de 200 millions d'euros à Île-de-France Mobilité. Il s'agissait, expliquait le ministre des Transports, de protéger les usagers, d'éviter qu'on ait un pass Navigo qui explose. C'est ce qu'il avait expliqué dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, toujours avec Françoise de Gois, Philippe Bilger et Sébastien Ménard. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment. On va revenir sur ces 142 milliards d'euros de bénéfices du CAC 40. Est-ce que c'est bon pour l'économie selon vous? Un scandale en période d'inflation? 78% d'entre vous pensent que c'est honteux. 0826 300 300, c'est votre émission. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a effectivement Philippe David, mais il y a un autre Philippe. Il y a Philippe Bilger. Voilà. Vous en avez deux pour le président ou un pour le prix de deux. Il y en a un qui me fait de l'ombre. Oui, il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre. On ne sait pas qui. Ça dépend des jours, ça dépend des publics. Et il y en a une qui fait de l'ombre à elle-même, Françoise de Gois. Non, moi je m'adore, moi. Je vous aime, je vous kiffe et je me kiffe. Non, mais c'est parce qu'on se kiffe qu'on peut kiffer les autres. Non, c'est parce qu'on vous aime. Nous, on vous aime sincèrement. Ah, mais moi aussi, je vous aime sincèrement. Même si vous êtes assez insupportable. J'ai une faute de goût. Vous êtes une faute de goût dans ma vie, voilà. Voilà, vous avez mauvais goût. Et Sébastien Ménard est avec nous. Vous nous kiffez, Sébastien Ménard? Moi, je vous kiffe. Surtout que je suis en liberté. On a voulu m'entraver, Françoise et ses copains, mais je suis là. Je suis bien là avec vous. Mais n'importe quoi. En liberté, j'adore cette phrase. Le gars qui a peur des grévistes. Non, mais laisse tomber. Mais il n'a pas peur des grévistes. Mais non, il a peur. Il a peur de vous, Françoise. Allez, il a vachement peur. Tout de suite, le grand débat du jour. Le grand débat.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les entreprises du CAC 40 ont toutes annoncé leurs résultats annuels. Grâce au record du luxe et de l'énergie, elles ont généré 142 milliards d'euros de bénéfices cumulés. Dans un tel contexte, on aurait pu s'attendre à ce que les performances de nos plus grandes entreprises soient pénalisées, mais c'est pas du tout le cas. Total Energy conserve la première place du classement des bénéfices du CAC 40 avec un bénéfice record à 19 milliards d'euros. Partout, les ventes sont en hausse. D'abord parce que la conjoncture mondiale est loin d'être mauvaise. Ensuite parce qu'il y a eu de l'inflation. Stellantis, chiffre d'affaires à 180 milliards d'euros et un bénéfice à 16 milliards d'euros. Comme LVMH, BNP Paribas, AXA, L'Oréal, Airbus, Vinci, Bouygues, Schneider, ST Microelectronics, Danone, Michelin, Saint-Gobain. Pourquoi malgré le climat de crise vont-elles si bien ? Honteux en cette période d'inflation, c'est ce que vous dites, à 78% en ce qui concerne ces 142 milliards de bénéfices du CAC 40. C'est une année record dans le luxe et les énergies, un partage peu équitable entre les actionnaires et les salariés. Et ça fait grincer des dents, Philippe. Oui, Cécile, dans le contexte actuel d'inflation, aucun groupe du CAC 40 n'a annoncé baisser ses dividendes qui ont pourtant atteint ce record de 142 milliards d'euros. Alors le groupe LVMH distribuera près de 6 milliards à ses actionnaires, mais seulement 400 millions à ses salariés. Alors est-ce que pour vous, ces bénéfices du CAC 40, c'est une bonne chose ? Ça protège notamment des entreprises françaises, des entreprises étrangères qui voudraient les racheter puisqu'elles prennent de la valeur ? Ou est-ce que c'est honteux en période d'inflation ? Venez nous le dire, on vous attend au 0826 300 300. Et il est parmi nous, c'est notre invité Pascal Delima est dans notre studio. Merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes chef économiste chez CGI Consulting, auteur de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Philippe Bilger, 142 milliards et des bénéfices records encore pour les actionnaires. Une honte ou bien finalement pour l'économie ? Alors au fil des années, Cécile, Philippe et bien sûr Pascal, j'ai évolué à partir encore une fois d'une maîtrise très relative des mécanismes économiques. Un premier mouvement un peu révolutionnaire, j'ose le dire, c'était de dire au fond les Français sont tout de même des gens bien, de ne pas se révolter contre de telles inégalités dans la vie du pays. Je me dis mais comment peuvent-ils supporter qu'il y ait tant d'écart entre ces groupes et eux-mêmes dans leur vie quotidienne ? Une deuxième réflexion arrive, là c'est une réflexion presque trop réaliste et je me dis ces groupes sont fondamentaux, nécessaires, il est absurde de les critiquer, de les contester. Et la dernière, et là j'en arrive évidemment à notre invité, c'est de dire, je trouve totalement légitime qu'ils aient gagné tout cela, mais comment faire pour que les salariés aient une juste part alors que les actionnaires ont une part léonine aujourd'hui? Est-ce qu'on a le moyen de le faire? Françoise Degois. Moi, je suis évidemment pour la taxation des super-profits. Alors, les Républicains avaient été malins. Non, je pense que les centristes avaient été malins pour essayer d'introduire une taxation sur les dividendes. Et je trouvais ça, évidemment, retoqué par le gouvernement, voté à l'unanimité par l'Assemblée, retoqué par le gouvernement. Bien sûr qu'il y a une percussion de deux informations. Moi, je ne suis pas dans l'esprit de il faut foutre les riches sur la paille. C'est pas le sujet. À un moment donné, j'entends un économiste comme François Langlais, qui est tout sauf un dangereux gauchiste. Je l'écoutais sur le journal de 20h de TF1, qui est tout sauf le journal des gauchistes, expliquant que Procter & Gamble, par exemple, cette année, sur un baril de lessive qui vaut 12 €, cette année, il y en a 3 qui reviennent aux actionnaires. C'est quand même incroyable. 3 € alors que l'an dernier, c'était 1,5 €. La distribution aux actionnaires me dérange, bien sûr, fortement dans une période de crise. Et plus encore, baissez vos prix. On est dans un problème d'inflation. Vous avez des bénéfices. Bien sûr, on peut baisser. Vous avez raison, Philippe David, de le dire. On peut baisser la distribution des dividendes, mais ça, c'est presque un peu moral. Mais baissez aussi vos prix. Quand vous pouvez baisser les prix, réajuster les prix. C'est insupportable. On a la double peine. Vous gagnez des milliards, il n'y a pas de super profit, il y a l'inflation. Sébastien Ménard. Alors, là, pour le coup, je vais être à moitié d'accord avec Françoise. Par contre, quand elle dit, tu laisses sous-entendre qu'il n'y a pas d'impôt sur les dividendes, il y a beaucoup d'impôts sur les dividendes. Tu n'as pas dit ça, hein? Non, mais tu l'as laissé sous-entendre.
entendre, pardonne-moi. Rien laissé sous-entendre. Il y a des impôts avant les dividendes. Non, mais et il y a beaucoup d'impôts après les dividendes. Je te parle de la super-taxation sur les dividendes. C'était un impôt supplémentaire. Mais il y a déjà des impôts sur les dividendes. Non, mais on a bien compris, mais la flat tax, ça les limite. Et on distribue des dividendes une fois qu'on a une entreprise au carré, qu'on a honoré l'ensemble de nos obligations sociales et fiscales, qu'on a payé absolument tout le monde. Après qu'effectivement, qui est dans ce contexte de crise, clairement, une question sur la juste répartition des richesses, et que, honnêtement, moi, ça ne me choque pas qu'LVMH fasse des super profits parce qu'on n'est pas sur des produits de première nécessité. Mais quand on voit Total dont souffrent énergétiquement les Françaises et les Français, là, tu as complètement raison. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter du luxe. Voilà. En revanche, le carburant, c'est clair. Procter & Gamble, les lessives qui ont augmenté de façon délirante, baisse ton prix, ajuste-le. Mais c'est 140 milliards de dividendes et de super profits, voilà, tu as raison, vont quand même quelque part aider l'État français à remplir aussi ses caisses. Ne l'oublions pas. Pascal Delima, vous qui êtes un économiste qui se qualifie de, je vous cite, je crois, keynésien modéré, c'est-à-dire que vous êtes vraiment au milieu de tout ça. Quelle est votre approche sur ces 142 milliards ? 142 milliards, bon, d'abord, effectivement, c'est un chiffre comptable, et il faut aussi toujours avoir un peu de recul par rapport à la comptabilité et de voir aussi que c'est un chiffre qui concerne un certain nombre d'entreprises, les entreprises du CAC 40. Plusieurs remarques. D'abord, les entreprises du CAC 40, c'est quand même pas mal aussi que notre économie traditionnelle, finalement, fonctionne bien. On a beaucoup critiqué l'économie, la nouvelle économie, les GAFAM, etc. Les GAFAM sont plutôt un petit peu en déperdition en ce moment, et au contraire, nos fleurons de l'économie vont bien. Donc maintenant, qu'enfin nos fleurons de l'économie vont bien par rapport à ces méchants GAFAM qui nous emmènent dans un monde un peu obscur, c'est peut-être quand même finalement pas mal. Premier point. Deuxième point, effectivement, il faut voir dans l'économie l'écosystème, les interdépendances qu'il existe entre certaines entreprises et d'autres. Effectivement, les entreprises, les grandes multinationales d'abord sont mondialisées, mais pour la quote-part de production qui est faite en France et pour les rapatriements de profits, c'est aussi des investissements dans l'innovation, c'est aussi des emplois, et c'est tout l'écosystème de PME, TPE qui fonctionne avec les grandes entreprises. Donc c'est énormément d'emplois, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, alors après on peut critiquer, mais c'est la partie, je dirais, des abus du système. Il y a un chapitre abus du système, mais dans le fonctionnement normal du système, il force est de constater quand même que c'est aussi, des acteurs qui sont des acteurs importants dans la transformation énergétique, dans la transformation environnementale. Ils ont des millions d'investissements à faire, et ceux qui peuvent peut-être infléchir une tendance, entre guillemets, un peu nouvelle au capitalisme, c'est malheureusement aussi ceux qui peuvent investir. Non, mais quand je vous écoute, tout va bien, tout est pour il y a l'antithèse possible, mais il y a l'antithèse possible. Mais s'il y a des excès... Honnêtement, vous pensez vraiment qu'à un moment donné, on ne peut pas taxer à minima? Franchement, Mario Draghi, c'est pas un gauchiste qui l'a fait avant de partir. Ce qui me pose problème... Boris Johnson l'a fait avant de partir. Pourquoi on refuse? L'Espagne l'a fait. Pourquoi on refuse ça? Ce qui me pose problème, c'est dans l'observation du thermomètre avec... Vas-y. C'est pas la peine de ramener ton grain de sel, Philippe Bilger. Je finis ma question. Parce que je peux chronométrer aussi tes réponses. Non, mais François, il allait dire. Il allait pas le dire. Ce qui est un peu... Alors peut-être c'est pas la réponse que vous attendiez, mais ce qui est un petit peu embêtant pour moi, c'est que cette histoire d'observation du thermomètre n'explique pas le fond du problème, et qu'il y a un fond du problème, c'est qu'il y a une part dans ces profits qui sont pas liés, je dirais, à la performance de l'entreprise. Il y en a une part qui est réelle, mais dans certains secteurs d'activité, il y a une part aussi importante qui est liée à l'inflation. Et donc là, effectivement, vous avez des gens qui font du profit dans une part inflationniste, une part, pas tout. Et puis, il y a un problème en face de pouvoir d'achat. Là, il y a un vrai problème d'équité. Le sujet fait beaucoup réagir. 0826 300 300. François qui est avec nous. François, vous vouliez réagir? Oui, alors effectivement, moi j'ai un petit peu un décalage avec ce qui vient d'être dit, parce que au-delà des chiffres des 142 milliards, alors on rappelle qu'il y a le luxe, il y a aussi l'énergie qui fait beaucoup de profit, et on voit très bien que l'énergie, elle est aussi payée par le contribuable moyen, qui n'est pas forcément actionnaire et qui déjà fait générer des profits à ces entreprises-là et n'en récolte pas les fruits. Dans les 142 milliards, il faut quand même, alors vous êtes économiste, vous allez peut-être être d'accord avec ces chiffres ou pas, mais en tout cas, il y a quand même un déficit commercial 2022 qui est de 162 milliards. La dette française s'est accrue de 600 milliards. 164, ok, bon, d'accord. 600 milliards d'accroissement de la dette avec Emmanuel Macron. Donc, d'un côté, on a les entreprises qui font des bénéfices,
De l'autre côté, on voit que le déficit commercial se creuse, que les Français souffrent au quotidien avec l'inflation et que la dette commerciale. Donc, en fait, je rejoins tout à fait ce qui a été dit écrit par un économiste qui s'appelle Joseph Stiglitz, que vous connaissez certainement, qui est prix Nobel, et qui a dit qu'il y a un prix de l'inégalité. Ce prix, il est payé de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, tant mieux pour elles, qui font des bénéfices. D'un autre côté, il y a une inégalité entre la répartition de ces bénéfices sur la population qui, elle, effectivement, paye d'une manière directe ou indirecte à travers les impôts et les subventions de l'État à ces bénéfices. Et ça a des conséquences qu'on ne mesure pas. Et j'en termine avec le fait qu'on devrait imposer aux sociétés, au-delà d'une certaine marge, d'investir en France. C'est bien beau d'investir dans la recherche et le développement, mais si c'est pas en France, dans ce cas, il y a des chômeurs qui sont payés par les impôts, qui sont payés par des aides, et ça, c'est de l'aide déguisée, et c'est de l'inégalité flagrante. François, vous restez avec nous. On prend tout de suite Christian, comme ça, on vous permettra de répondre, Pascal Delima. Christian, bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous tous. Écoutez, moi, mon point de vue, il est fort simple. Je suis un keynésien, on va dire, excessif, pour reprendre... voilà. Je suis un keynésien excessif, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait encore plus de bénéfices des entreprises du CAC 40, mais il faudrait qu'il y ait surtout plus de répartition. Et la répartition, elle est fort simple. Il faut augmenter les salaires, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Comme ça, il y aura un cycle vertueux qui va s'instaurer. Et c'est tout simple. Hein. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Il y a une désespérance sociale en France, il faut la mesurer. Il faut la mesurer, Sébastien Ménard. C'est pas la peine d'insulter les gens qui vont bloquer des services publics, etc. Parce qu'il y a une vraie désespérance sociale, il y a un vrai ressentiment qui est en train de grandir dans notre pays. Il faut en prendre conscience. Voilà, mon point de vue, il est là. Et je crois que les gens, finalement, s'en fichent un peu. Ça choque les chiffres, mais s'ils arrivent à bien vivre, à bien faire leurs courses, etc., ça passera. Oui, il faut tout remonter par le haut, en fait. Il faut tout remonter par le haut. Il faut arrêter de toujours taper sur les plus faibles. Voilà. Sébastien Ménard, avant de repasser la parole à Pascal Delima. C'est comment Christian, je vais vous répondre très directement. L'idée, c'est que quand on a des gens qui sont empêchés, et des gens qui soutiennent ou qui soutiennent pas la grève d'ailleurs, qui sont empêchés. On ne peut pas bloquer un pays. On ne peut pas bloquer les énergies qui veulent avancer, les gamins qui veulent étudier, les salariés qui veulent aller travailler ou les patrons qui veulent créer de l'emploi et de la richesse. Et je suis plutôt de ce côté-là. Plutôt quelqu'un qui partage, plutôt quelqu'un qui redistribue, même plus que ce que je peux garder pour moi. Voilà, je referme la parenthèse. Je dis simplement que l'excès de colère... Monsieur Ménard, je respecte votre point de vue totalement, mais je suis plutôt d'accord avec vous, mais essayez de ne pas insulter les gens, s'il vous plaît. Alors je vais aller au bout de ma réflexion, quitte à me refaire taper sur les doigts. Vous savez, il y a des connards des deux côtés du parapheur et de deux côtés du blocage politique. Voilà. Et je me suis déjà excusé. Je dis simplement, je me suis déjà excusé et je ne suis pas Dupond-Moretti. Je reste à ma juste place. Je dis simplement qu'il y a des gens des deux côtés du parapheur et de la décision aujourd'hui et du blocage qui quelque part mérite toute ma réprobation. Vous avez peut-être... je voulais vous demander, mais concrètement, pour quelqu'un qui n'est pas au fait de tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, au bénéfice des salariés pour que ce soit pérenne ? Pas seulement, là, une taxation qui relèverait de difficultés. Je mets un très court grain de sel. L'intéressement, la participation pour les salariés, c'est peut-être dans les tuyaux, ce serait pas une bonne chose. Attention, on a une minute. Une minute. L'intéressement existe déjà. D'ailleurs, certains nombre de grandes entreprises, pas pour toutes les boîtes, mais l'ont fait. Il y a eu aussi des ristournes. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. J'ai pas dit que c'était parfait, mais il y a quand même des actions qui ont été entreprises, même s'il faudrait aller plus loin et que souvent, d'ailleurs, l'État a pris le relais par ailleurs. Mais effectivement, tout à l'heure, on parlait de fonctionnement normal d'un écosystème vertueux. Maintenant, je disais les excès. Dans les excès, c'est ce terme d'économie du ruissellement qui ne fonctionne pas. Vous savez, je ne sais plus quel humoriste se moquait d'ailleurs de ce terme du ruissellement. Je trouvais ça très drôle. J'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais le ruissellement, en fait, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça marche bien du côté des entreprises, du côté des PME, il y a clairement une répartition entre la rémunération du capital et la rémunération du travail qui ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, la solution, elle n'est pas forcément exclusivement interventionniste. Mais face à l'incertitude globale, la seule certitude
pour moi, c'est le travail et c'est de déterminer un métier d'avenir et de se projeter à travers les métiers d'avenir. J'ai pas une intervention d'État comme solution. Souvent, je citais le revenu universel, ça a été dit par Benoît Hamon, alors les campagnes présidentielles, etc. Parce qu'il y a un mouvement technologique aujourd'hui qui se produit, etc. Et qu'on a un souci, c'est que les classes moyennes disparaissent, c'est qu'il y a un chômage technologique au centre, qu'il y a des top jobs en haut, qu'il y a une pléthore de classes de jobs à 1 euro, et que c'est ce système-là qu'il faut arrêter par la détermination personnelle à se déterminer sur le marché du travail. La seule certitude dans l'incertitude, c'est le travail. Merci beaucoup Pascal Delima d'avoir été avec nous, de vous être déplacé, surtout chef économiste, c'est CGI Consulting, auteur de Capitalisme et technologie des liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les Vraies Voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard et avec François, bien entendu, Franfan. Oui, c'est moi. Ça va, Franfan? Comment ça se fait que vous connaissez mon petit nom déjà? Parce que c'est hyper original de s'appeler Franfan. Mais vous savez qu'il y a une intimité entre nos auditeurs et nous, vous le savez ça quand même. On connaît tous nos auditeurs, c'est comme Monaco. Oui, c'est sûr. Ils connaissent tous leurs supporters. Ça va, on déconne. Allez, on déconne. Vous choisissez de jouer contre Philippe, contre Françoise ou contre Sébastien? Contre Philippe. Philippe. J'aime bien Philippe, mais je vais jouer contre lui quand même. Bien sûr, parce qu'on va le battre. Bon, mais non, tu m'aides. Je vais t'aider, allez, vas-y. Je sens que François a envie de se vanter en disant mais moi, j'ai fait perdre Philippe Bilger. Il n'aura pas de mal. Je commence déjà à décrédibiliser sa victoire. Allez, vas-y. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'était une question Kikadi concernant Gisèle Halimi. Kikadi, je suis fondamentalement opposé à la panthéonisation de Gisèle Halimi. Mais je l'ai dit hier. Serge Halimi de son père. Non. Emmanuel Macron. Non, c'était pas la question. Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonne raison. Bravo François. Qu'est-ce qu'il est bon, mais il n'est pas avec moi. Il est contre vous. Allez, on y va. Deuxième question football. Quel scandale vient de nouveau de toucher la Fédération de football féminine? L'éviction de Philippe Bilger. Laissez-moi 2 points, ma chère Françoise. La sélectionneuse des Bleus, Chlorine Diac, vient d'être écartée par le comité exécutif de la FFF. La réponse. Mais avec un quart de retard. Moi aussi j'avais la réponse. Non, il est objectif, Philippe, c'est bien. Tiens, une question football. Pourquoi la Juventus n'a-t-elle pas sélectionné Paul Pogba pour le match contre Fribourg ce soir en Ligue Europa? Il est encore blessé? Non, pas du tout. Il a un problème de papier, il a un problème de fair play, il a dit des choses. Non. 3 possibilités. Il n'a pas pu prendre son avion. Il est en Raison disciplinaire, non, c'est ça. Oui. Alors pourquoi la raison disciplinaire? Raison disciplinaire. Oui, il a. Non, mais c'est bon, il a la raison. Bon, allez. Bonne réponse. Retard à l'entraînement. Et oui. Comme c'est étonnant de la part de Pogba. Allez, encore une question. 4 à 2. C'est pas comme Verratti qui est tellement sérieux et qui fait gagner. Encore une question. Qui qu'a dit, dans le cadre de la réforme des retraites, qui qu'a dit au sein du gouvernement, nous voulons faire adopter ce texte sans 49.3? Bruno Retailleau. Non. Gérard Larcher. Non. Non. Dussopt. Non. Mais Véran. Non. Attal. 3 possibilités. Non. Un ministre. Allez, on prend les 3 possibilités, on y va. Fonction publique. Comment il s'appelle? Guérini. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il est fort, Philippe. Il est fort. On avait en même temps. Ah non, ça fait 4 partout. 4 partout. Dernière question. Question pas de bol. Dans le cadre du vote de l'article 7, Café Nathalie Goulet, la sénatrice UDI de l'Orne. Elle est tombée, elle a glissé, elle s'est trompée de bouton. Elle n'est pas Bonne réponse. Non, elle s'est trompée de bouton. Elle s'est trompée dans le vote. Oui, bien sûr, oui, elle a tweeté là-dessus de façon malheureuse. On gagne, François. La boulette, on a gagné, bravo François. Bravo François. Ouais. Il a misé sur le bon cheval. Ceci dit, on s'est mis, on était tous contre Philippe Bilger quand même. Il perd d'un seul point. Voilà. Bravo. Merci. J'ai envie de vous dire, la bête est solide. On aurait mérité une haie d'honneur comme après les matchs de rugby.
Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David sur le planning familial. Et puis ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Puis on parlera bien entendu du tour de table de l'actu de nos vraies voix qui sont avec nous. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont beaux comme des sous-neufs, Philippe Bilger. Et là, je sais, vous allez dire non, pas moi. Mais si, vous quand même. Pourquoi vous dites-il nous sommes beaux comme des sous-neufs? Non, je dirais pas ça de vous. Il a toujours le crâne luisant. Moi, j'adore le crâne luisant de Philippe Oui, mais c'est David. parce qu'il le frotte. Oui, en fait. il a un crâne luisant comme un sous-neuf. Oui. C'est vrai qu'on dirait un bébé cadom qui sort de la douche. Et quand on a froid, c'est très agréable. Oui. C'est réchauffé. Non, de Dieu. Et en fait, ça reflète, en fait. C'est comme ça me permet de me maquiller. Je me maquille. Voilà, c'est ça. Françoise Degois est avec nous et Sébastien Ménard. Vous avez qu'à pas rire à mes blagues pourries, Sébastien Ménard. Non, mais il boude parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Il a dit des gros mots à l'antenne. Il est puni. Il se punit tout seul. Il avait arrêté depuis quelque temps. Il faut le reconnaître. Ah, il recommence parce que c'est de la faute de Françoise. Ah, ben c'est moi. Non, mais bien sûr. Elle a commencé sur le Paris Saint-Germain. Elle a embêté mon ami Philippe David. Voilà. Elle me dit mais c'est pas vrai, ils ont pas annulé tes trains et tes avions, c'est pas vrai, tout fonctionne. Vous l'avez prévenu, Sébastien Ménard a parfois une tête à claque. Il y a un côté Yann, mais vraiment évident. Tu caches un peu, mais tu caches un peu la Yannasse là. Allez, tout de suite. Tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. C'est un coup de gueule contre le planning familial. J'ai vu un tweet d'une ex-vraie voix qu'on salue, Céline Pina, hier. Alors elle a posté un post du planning familial, je cite, « Mâle, femelle, utilisé surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces. Il convient de ne pas les employer pour nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la réalité de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. » Alors des propos qui vaudraient 0/20 dans une copie de SVT niveau 6e, Sciences et Vie de la Terre. Et moi j'en ai marre de cette négation des réalités biologiques auxquelles ne sont affirmées que de la poudre de perlimpinpin, dont une des quintessences est la théorie du genre. Alors bref, oui, je le rappelle, il n'y a que deux sexes, les femmes et les hommes, et le pénis est un organe exclusivement masculin, comme la vulve est un organe exclusivement féminin. Alors arrêtez de propager des débilités avec notre argent, puisque le planning familial est subventionné par l'argent public. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui font des transitions? Vous dites le pénis est un organe exclusivement masculin. Bah oui. Ok, qu'est-ce que vous faites avec des gens qui pratiquent la transition? Eh ben, si vous changez de sexe, si vous avez un pénis, vous êtes un homme, si vous avez une vulve, vous êtes une femme, point barre. Je suis d'accord, mais le point de départ, c'est que si vous êtes une femme et que vous voulez faire une transition, c'est plutôt dans l'autre genre. Quand vous êtes un homme et que vous voulez faire une transition féminine, d'un seul coup, la question se pose. Moi, je trouve ça, je pense qu'il y a peut-être des excès, mais je trouve ça assez intéressant qu'on ne définisse plus les gens en termes de mâle et de femelle. Déjà, je trouve. Homme ou femme. Mais homme ou femme, oui, bien sûr, homme ou femme, mais il y a une réalité beaucoup plus complexe que votre coup de gueule assez binaire. Mais moi, j'aime beaucoup votre côté binaire, hein, sans une once de nuance. Ça me plaît beaucoup, en réalité. Mais on dirait moi quand je défends la NUPS. Mais c'est vous dire le niveau de mauvaise foi. À un moment donné. Elle l'a dit, merci mon Dieu. Non, mais je veux dire par là que moi, je trouve qu'il y a de la complexité. Je ne suis pas pour je pense qu'il faut introduire de la complexité. Mais bien. Quand vous êtes en transition, pardon Philippe, vous êtes en transition bien entre deux choses. Oui. Entre deux non, mais quand vous faites une transition, que vous êtes voilà, cette la transition, ça va d'un point à un autre point. Je suis d'accord avec vous, mais le fait que le planning familial rappelle qu'il y a une diversité, Philippe dit un pénis c'est un organe masculin, et la vulve, oui, mais c'est un organe masculin qui peut être, comment dirais-je, greffé à une femme. Bah donc ça devient un homme. Oui, mais ça devient un homme. Mais donc ça veut dire que ce principe, non mais je suis d'accord avec vous, mais ce principe de transition, ce principe de transgenre, moi je pense qu'il faut vraiment l'inclure. Philippe Bilger. Moi je suis plutôt du côté de Philippe David. C'est au fond votre point de vue naturellement sommaire, parce qu'il me semble qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est une sorte de résistance contre la tentation de la déconstruction, finalement, parce que il y a quelque chose dans l'époque d'aujourd'hui qui déteste l'identité dans quelque registre que ce soit et qui va naturellement vers une forme d'effritement. Enfin, moi, ça me gêne. Sébastien Ménard.
Évidemment, parfaitement aligné avec Philippe David et avec Philippe Bilger, la résistance du bon sens. Voilà, on a, et pourtant j'ai, comme je le rappelle souvent, un jeune garçon à la maison qui a 15 ans, qui est très ouvert sur le monde, très ouvert sur les autres, qui m'a expliqué effectivement les débats de sa génération, qui n'étaient pas les débats de ma génération, qui n'étaient probablement pas les débats de... Non, bien voilà. sûr. J'accepte tout ça, mais c'est vrai que on peut être en transition, on peut être un homme, on peut devenir une femme, on peut être une femme, on peut devenir un homme, etc. Mais voilà, il y a quand même une base, je dirais, sur laquelle qui me paraît non discutable et j'ai même envie de dire non négociable. Sur la déconstruction, j'entends tous les reproches qu'on peut faire à Sandrine Rousseau. Elle lève un vrai sujet sur la déconstruction. C'est la déconstruction en réalité des schémas archaïques masculins. C'est pas la déconstruction de la virilité. Il s'agit pas, en tout cas en ce qui me concerne, de déviriliser les hommes parce que ce n'est pas du tout le sujet. Il y a des constructions archaïques masculines qui, à l'évidence, font beaucoup souffrir les femmes depuis des millénaires. Et la réalité, c'est que de déconstruire les archaïsmes masculins, c'est un vrai boulot. Oui, mais il ne faut pas que ça glisse. Non, mais moi je suis d'accord. Mais je pense que c'est le glissement qui est compliqué. Ça glisse. Non, mais vous, parce que vous avez cette subtilité, Cécile, peut-être parce qu'on est des femmes. Mais la réalité, c'est pas ma qualité première. Non, mais si là-dessus. Si depuis vous êtes avec moi dans l'émission. Non, mais je veux dire, le glissement, il faut accepter que cette hypothèse puisse être posée. Oui, il faut déconstruire les archaïsmes typiquement masculins. Bien sûr qu'il le faut. Expliquer comme ça, oui. Regardez ce qui se passe en Iran, par exemple. Nous sommes dans un Françoise, ce que vous dites, je suis d'accord, mais là, c'est pas du tout ce qui est mentionné. Allez, c'est pas le dire. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Non. Puisque c'est Félix Mathieu, c'est son top clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et après l'élimination du PSG, hier soir face au Bayern de Munich, en 8e de finale de la Ligue des Champions, il est toujours beaucoup question de cette défaite parisienne. Avec le hashtag du match toujours très discuté, mais on trouve aussi dans les top tendances un certain Choupeau dont il est beaucoup question. Certains le célèbrent même en musique. Mal aimé, raillé à l'époque de son passage au PSG, décisif au Bayern contre son ancien club. Ils ont négligé Choupo-Moting quand il était au PSG et maintenant il ne vit que pour les crucifiés, écrit Fadel, tandis que Ripi Silva ajoute: le collectif du Bayern arrive à faire briller Choupo-Moting, celui du PSG rend transparent Mbappé, c'est ça qu'il faut souligner, pas pointer du doigt telle ou telle individualité. Autre nom très commenté, Mbappé évidemment, avec ce débrief de l'attaquant parisien ici partagé par Mouki. Certains y verront de l'amertume, d'autres de la lucidité. Ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, comme je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité. Et voilà. Et voilà, des internautes qui se posent de nouveau la question évidemment de l'avenir de Mbappé au PSG. Je trouve que la presse française a été extrêmement indulgente avec Mbappé parce qu'elle continue à penser que c'est la pépite du siècle. Quand vous voyez comment il se fait bananer, bastonner par la presse internationale, je trouve que, j'adore Kylian Mbappé, mais je trouve que cette façon de le protéger en permanence de toutes les catastrophes, de dire il est génial, mais hier par exemple il n'avait pas de ballon, je pense qu'on est en train de fabriquer un monstre. Mais moi je crois qu'on fabrique un monstre. Deportivo est bien plus. Mais on a fabriqué l'idole dont on a besoin. Ouais, moi et ça fait du bien. Et ça ne le rend pas mauvais. On voit bien ce qui s'est passé hier soir. Et quand on pense Choupeau, il ne faut pas exagérer. Le Bayern aurait un grand avant-centre, il en collait 3 ou 4. Ils auraient eu Sadio Mané en pleine forme dès le première minute. Je suis d'accord. Vous avez collé 30 secondes de retard. Voilà. Désolé Félix. Rapidement, une phrase. Autre sujet, c'est le football également. La sélectionneuse des Bleus démise de ses fonctions. Oui, le comité exécutif de la Fédération française de foot la renvoie à Corinne Diacre après le départ de plusieurs joueuses, dont Wendy Renard. Ça me rappelle doucement 2010 et Raymond Domenech, écrit par exemple Donifan en réponse à l'équipe qui a sorti l'information cet après-midi. Il était temps, réagissent plusieurs internautes comme Thierry Pérez après ses défections en série, même si d'autres sont plus indulgents. Fab, leur réponse, ça doit faire mal tout de même. Et oui, quand même, un peu de compassion dans ce bas monde. On a le temps? Non, pas du tout. On n'a pas
C'est vraiment le délit de sale gueule pour cette femme. Parce que depuis le début, on la prend en grippe. Je suis d'accord avec toi. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, et puis on va revenir sur cette question du jour. La France doit-elle accueillir des femmes afghanes? Vous avez entendu, on vous l'a dit, l'ONU a appelé les talibans à mettre fin immédiatement aux restrictions draconiennes prises à l'encontre des droits des femmes. Selon l'organisation, c'est le pays le plus répressif au monde vis-à-vis des femmes. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue sur Sud Radio, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait du bien parce qu'on travaille beaucoup à faire en sorte que cette émission vous ressemble le plus avec des opinions différentes. Alors ça frite, ça frotte un petit peu, mais en tout cas c'est pour ça qu'on existe. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degaut est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous et tout de suite le tour de table de l'actu des VV. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger voulait rendre hommage à un grand artiste français, Marcel Amont, qui nous a quittés hier à 93 ans. Absolument, j'ai eu la chance de croiser Marcel Amont à plusieurs reprises dans des salons du livre. Et j'ai rarement vu quelqu'un de plus gentil, de plus aimable, ne se prenant absolument pas au sérieux, étant très ému à cause de la gentillesse et de l'admiration qu'on avait pour lui, pas de la fausse modestie, quelqu'un qui avait une jeunesse infinie malgré son âge. Je l'ai connu, il avait déjà, je crois, 85 ans, et vraiment c'était quelqu'un d'adorable au sens propre du terme, et j'avais dans la tête certaines de ses chansons, et quand je l'ai vu, ça m'a touché de le voir parler de son livre. Bref, j'ai une émotion authentique. Françoise Degaut. Moi, mon souvenir de Marcel Amont, c'est mon petit village des Hautes-Pyrénées, Beausilène, la fête du village, dans le hangar, et nous, avec ma sœur, ma cousine et tous les enfants du village qui chantions « C'est bien dommage » de ça. 50 ans après, tu vois, aujourd'hui, 50 ans après, ou 52 ans après, je me souviens de cette chanson de Marcel Amont, je me souviens de son canotier. Voilà, un chanteur très populaire. Rien de plus à dire, mais... Très élégant. Très élégant. Hyper chic, beau mec, hein, vraiment, longiligne, j'aimais beaucoup. Et qui était originaire notamment, c'est notre ami, une vraie voix, Olivier d'Artigol, qui nous l'a rappelé, qui l'a rappelé aujourd'hui, qui est de la vallée d'Aspe. Et on salue Olivier. Un mot, vous qui êtes des Pyrénées-Atlantiques. C'était l'une des idoles de mon papa qui n'est plus. C'est une grande icône de la culture populaire française. C'est ça. Voilà. Iconique. Donc chapeau à lui. Chapeau à lui. Françoise Degaut, votre tour de table, c'est pas sur un chanteur, mais sur une série télévisée. Esterno Notte. Magnifique. Écoutez, Marco Bellocchio, c'est évidemment ce cinéaste italien exceptionnel qui a écrit notamment Le Traître, qui est une série que vous avez vue sur l'homme qui a fait tomber la mafia Buscetta. Et Marco Bellocchio, très grand cinéaste, s'attaque à ces années de plomb et ce traumatisme qu'a été l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, le président de la démocratie chrétienne, l'homme qui avait été en train de passer un compromis historique avec un autre charismatique dirigeant, Enrico Berlinguer, qui était le patron du Parti communiste italien. Sont des années traumatisantes parce qu'au bout de 52 jours, évidemment, Aldo Moro est assassiné par les Brigades Rouges. Et je voulais vous dire d'aller voir véritablement sur Arte. C'est en 6 épisodes, c'est sublimement filmé. On comprend aussi à quel point le débat politique a changé. Je voulais quand même le dire. Les années de plomb, c'est l'Italie, bien sûr, avec les brigades noires, c'est l'extrême droite, ils font sauter la gare de Bologne. Les brigades rouges, c'est Baader-Meinhof en Allemagne, c'est Action Directe en France. Les CCC en Belgique. C'est épouvantable de voir le discours de l'extrême gauche révolutionnaire, combattante et violente, et je me rends compte quand même, et de l'extrême droite, je me rends compte quand même que nous avons progressé. Véritablement, la façon dont se sont exprimées les idées politiques à cette période épouvantable pour l'Europe et particulièrement pour l'Italie, eh bien, je trouve qu'il y a un progrès profond. On débat, le débat est abrasif, mais l'extrême gauche révolutionnaire violente, elle a changé, elle n'existe quasiment plus. L'extrême droite violente, révolutionnaire, contre-révolutionnaire, n'existe quasiment plus. C'est ce que je veux dire par là, en tout cas, à l'état tellement latent qu'elle ne participe plus du débat public. Esterno Notte, c'est magnifique, vraiment. Philippe Bilger, dans le micro. En français. Extérieur nuit, en fait. Extérieur nuit. Et c'était sublime, et puis tous les acteurs sont... Et ça a déjà commencé. Ça a commencé, et c'est déjà un immense succès, parce que ça nous touche tous.
replay, non, replay sur Arte, sur la plateforme. Il faut vraiment, regardez-le. On comprend aussi, l'Italie s'est construite. À partir de ce moment-là, l'Italie se met à détester les Brigades Rouges, alors que, à partir du moment où on retrouve Aldo Moro dans le coffre de sa bagnole, eh bien, mort, et ils se mettent à détester. Toute la sympathie qu'il pouvait y avoir tombe en Italie, et c'est là que commence véritablement le changement des années de plomb. Sébastien Ménard. Bon, Philippe, après la grève, on fournit les pop-corn et on va tout chez Françoise regarder, se faire expliquer cette belle série. Voilà. Vous aimez pas cette période? Non, je plaisante, mais c'est historique. Bon, comment s'appelait ce grand film italien? C'est Marco Bellocchio. Nos meilleures années, je l'ai vu en 3, vous aussi vous l'avez vu, fabuleux. 3 séries de 3 heures, exceptionnelles. Nos meilleures années. Sébastien Ménard, vous allez encore nous fâcher avec beaucoup de gens. Non, mais c'est pas ça, mais après la culture populaire de Philippe et la grande culture de Françoise, merci Françoise, je vais redescendre, moi, voilà, sur mon quai de gare. Non, mais il a une grande culture, il gère aussi, il n'est pas cultivé qu'avec Marcel Amont. Ça m'avait pas échappé, François. Moi, j'aime. Donc, moi, ce qui, je voudrais dire stop au syndrome de Stockholm, en fait. Parce que ce qui fait nation, c'est le sens de participer à un effort collectif. Ouais. Chacun doit y prendre sa part. Et j'ai le sentiment qu'autour de cette table, tout le monde y prend sa part. Nous travaillons tous pour que la vie de nos enfants et la vie de nos générations futures soit meilleure. Nous y contribuons tous. Je dirais à chaque instant, chacun à sa mesure, sauf les grévistes qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller travailler. Dans une prise d'otage, il y a toujours une possibilité de négocier. Sauf avec le gréviste qui a décidé de nous empêcher de nous déplacer, nous empêcher de travailler. Alors, je le redis, il faut définitivement sortir de ce syndrome de Stockholm. Non, personne n'est d'accord avec cette prise d'otage. On peut être d'accord avec la réforme des retraites, on peut ne pas être d'accord avec la réforme des retraites et je dirais même la combattre. Moi, j'ai des gens qui font grève dans ma boîte, ils ont tout à fait le droit de faire la grève et je suis plutôt un patron qui en plus paye les jours de grève, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'ils empêchent leurs camarades, je dirais, sur site de pouvoir évoluer, de pouvoir travailler. Et il y a un truc qui me gêne, alors peut-être que Françoise pourrait me répondre, pourquoi finalement ces grévistes qui bloquent appellent à une journée d'action, un jour de grève? Ça veut dire quoi? Que font-ils le reste du temps? Voilà, ils sont pas dans l'action le reste du temps. Donc il faut définitivement briser ce syndrome et dire les choses clairement. On peut défendre la réforme, on peut être contre la réforme. Je ne suis pas Coluche, je n'ai pas Coluche qui veut, toi non plus, François. Et je dirais que en temps normal, la qualité d'un service doit être à la hauteur d'un pays comme la France. Mais en temps de crise sociale, en temps de crise écologique, la qualité du service doit être maintenue au minimum. Je trouve ça incroyable. Françoise Deboît qui ne vous accueillera pas avec les chips pour externoter à vrai. Parce que je trouve ça absolument au visage. Non, c'est pas ça, pas du tout, mais il est très sympathique. Mais il faut pas manier les mots n'importe comment. Je viens de parler à l'instant de la prise d'otage et de l'assassinat d'Aldo Moro. Passer son temps à rabâcher dans un psittacisme collectif que je ne supporte plus. La prise d'otage, c'est grave ce que vous envoyez comme message. La prise d'otage, c'est pas ça. La prise d'otage, il y a des morts. La prise d'otage 10 fois sur 20, ça se finit mal. Bien sûr, ça c'est le premier point. Puisque tu t'amuses à jouer avec les mots sur la journée d'action, moi je te réponds, ne joue pas avec les mots sur la prise d'otage. Par ailleurs, mon vieux, t'es français. Et une grève, ça fait partie, pas d'une culture et d'un folklore. Tous les droits sociaux ont été acquis par la force du mouvement social qui est passé par des grèves. Les maîtres des forges au 19e siècle, évidemment les grandes grèves qui ont abouti au Front populaire. Donc mon vieux, si aujourd'hui tu peux faire 35 heures, avoir des congés payés, c'est grâce à des affreux types qui ont pris en otage ce pays il y a 40 ou 50 ans, qui ont inventé la sécurité sociale, qui t'ont fait la retraite à 60 ans, qui ont empêché que les mômes descendent dans les mines à 8 ans. Donc tu devrais plutôt leur dire merci aux grévistes. Mais on peut dire merci à celles et ceux qui ont fait l'histoire sociale de France. Mais ils ont tout bloqué. Mais aujourd'hui on est en 2023, la pénibilité n'est pas la même. C'est pas vrai. Et la crise que nous subissons n'est pas tout à fait la même. Nous avons encore des droits à acquérir, mon vieux. Allez. Vous voulez dire, Sébastien, mais je ne sais pas si on peut qualifier ça de syndrome de Stockholm. C'est violent. Prise d'otage, un symbole de Stockholm, fais gaffe quand même. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur un sujet très, 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 très important. L'ONU qui a appelé les talibans à mettre fin immédiatement aux restrictions draconiennes prises à l'encontre des droits des femmes en Afghanistan. On va en parler avec un spécialiste. Emmanuel Razavi sera avec nous, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. À tout de suite et on vous attend au 0826 300 300.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci de votre fidélité, merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube aussi, la chaîne Sud Radio, vous pouvez vous abonner, ça nous ferait plaisir. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous et bien sûr Sébastien Ménard est avec nous et vous 0826 300 300, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur ce communiqué de l'ONU qui a appelé les talibans à se mettre immédiatement aux restrictions draconiennes prises, à mettre fin aux restrictions draconiennes prises à l'encontre des droits des femmes en Afghanistan. Selon l'organisation, l'Afghanistan serait le pays le plus répressif au monde pour les femmes, Philippe. Oui, Cécile, c'est Rosa Otunbayeva, la chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, qui porte cette accusation contre les talibans. Je cite, elle estime que 11,6 millions de femmes et de filles afghanes auront besoin d'une aide humanitaire en cette année 2023. Et vous pensez qu'on doit accueillir des femmes afghanes en France? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour l'instant, c'est un non à 84%. Et on a envie de vous entendre, bien sûr. Et pour en parler, Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, bonsoir Françoise, bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Énormément d'organisations, Philippe Bilger, demandent aux Français, au gouvernement français, d'offrir des visas, comme on l'a fait avec les Ukrainiennes, aux Afghanes. Et aujourd'hui, on en est là. Mais et je pense qu'elles ont raison. C'est précisément parce que je pense que le droit d'accueil, le droit d'asile, par exemple, est trop souvent dévoyé en France que je suis à fond pour l'accueil de ces femmes afghanes, parce que on n'a pas le temps de s'abandonner à des discussions byzantines. Ce sont des femmes qui sont dans un état de dépendance et je dirais presque de terreur, se voyant privées de tout ce qui constitue l'humain, qui ne devrait pas susciter l'ombre d'une hésitation. Il faut les accueillir. Françoise, bien sûr, rien à ajouter à ce que dit Philippe Bilger. Des exemples terribles. Je regardais l'incroyable reportage de Dorothée Olyric qui raconte comment des familles sont tellement affamées qu'elles vendent des petites filles de 8 et 9 ans pour les marier. On les oblige. Non, pas la même chose. mais on les vend. Elles les vendent, mais on les oblige à les vendre. Mais on les oblige à les vendre. Il y a aussi un problème financier. Pour 300 €. Et voilà. Et donc Dorothée Olyric est extrêmement fière d'avoir réussi à pouvoir racheter avec des ONG ces petites filles et leur éviter un mariage forcé à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc vraiment, l'école pour les femmes, la force des femmes, l'éducation des femmes. L'autre jour, c'est merveilleux que vous ayez choisi ce sujet, Cécile, je vous en remercie. J'ai vu une vidéo d'une manif de femmes à Kaboul. Alors déjà, les Iraniennes, vraiment, qui manifestent, le courage. Mais alors, les Afghanes manifestant vraiment dans les rues de Kaboul, j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Et je dis, mais oui, accueillir. Je voudrais, comme Cécile, comprendre pourquoi vous êtes tellement opposés à l'accueil de ces femmes. C'est quoi? C'est 10 000, 20 000. Et ici, on accueille 5 000 femmes afghanes. Vous imaginez, en plus de ça, qu'elles se réparent, qu'elles puissent apprendre et ensuite repartir, se battre et repartir dans leur pays. Ouais. Sébastien Ménard. Comme disait Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre toute sa part. Je crois que là, je me positionne comme mes camarades de droite et de gauche parmi les 14 ou 16% de 16% de nos auditeurs qui, quelque part, manifestent le soutien à cette proposition. Oui, bien évidemment, alors, je vais sortir cette phrase toute faite qui va faire sourire Françoise, mais c'est l'honneur de la France. Oui, non, mais t'as raison. On peut pas. Cette phrase. Il n'y a pas à discuter. L'idée, ce n'est pas de recevoir sur notre sol des clones, d'ailleurs masculins, féminins, d'ayatollahs, etc., qu'on peut combattre par ailleurs. C'est pas le sujet. Mais là, il n'y a pas de discussion, comme le disait Philippe Bilger. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Parce que là, c'est uniquement sur le genre. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous subissez tout. C'est terrible. Voilà, quand on est persécuté, quand on est persécuté pour, je dirais, des considérations de sexe, pour ses idées, pour ses croyances, c'est l'honneur de la France que
d'ouvrir ses portes et d'ouvrir son cœur. Vous pensez qu'on doit accueillir ces femmes comme nos vraies voix qui sont unanimes ce soir? Vous n'êtes pas d'accord justement? Vous êtes 84% dit non. On attend pour avoir votre avis au 0826 300 300. Et on a déjà, ça sonne déjà au standard. Emmanuel Razavi, forcément, on a l'impression quand les gens répondent non sur notre compte Twitter, c'est que est-ce qu'on connaît suffisamment ce qui se passe en Afghanistan? Parce que quand on a une lecture de ce qui se passe en Afghanistan et de tout ce qui nous revient, on ne peut pas dire non, c'est pas possible. Exact. Écoutez, vous le savez, Cécile, j'ai vécu en Afghanistan en tant que journaliste, j'ai couvert l'Afghanistan pendant des années. On a peine à imaginer depuis la France la tragédie dans laquelle vivent, l'horreur dans laquelle vivent les femmes afghanes. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque je suis arrivé prendre mon poste en fait à Kaboul, c'était déjà il y a pas loin de 20 ans. J'avais une équipe de journalistes afghans qui travaillaient avec moi. Il y avait parmi eux 5 femmes. Le premier jour, lorsque j'ai pris donc mon poste, j'étais leur chef. Elles m'ont demandé, c'est la première chose qu'elles m'ont demandé, l'autorisation de ne pas porter le voile dans les bureaux, parce qu'elles savaient que dans la rue c'était impossible. Mais ça en dit long sur le ras-le-bol qu'elles pouvaient avoir en fait de ce qu'on leur imposait. Et à l'époque, c'était il y a 20 ans, donc c'était après le 11 septembre 2001, mais c'était une époque, si vous voulez, où la coalition internationale était présente à Kaboul. Oui, a priori, elle régulait. Elle régulait un peu. Si vous voulez, ces femmes, ces jeunes, mais c'est valable pour tous les Afghans. Mais les femmes ont été particulièrement courageuses. Face, je dirais, à la fois aux islamistes, elles ont été courageuses aussi face à l'hypocrisie, d'ailleurs. Je pense aussi de la coalition internationale, des représentants des ONG qui n'ont cessé, j'en ai été témoin, de parler de démocratie, d'égalité, pour le résultat qu'on connaît, puisque on est parti du jour au lendemain quasiment il y a 2 ans. Moi, je pense que ces femmes aujourd'hui, elles font preuve en fait d'un courage. Elles sont persécutées. Ce qui me rend très triste au fond, un peu en colère, je dois le dire, c'est que vous voyez les Nations Unies. On n'arrête pas de condamner en permanence. Vous comprenez bien que condamner les talibans, c'est comme condamner le régime iranien. Ils sont contre-foot. Et tant qu'on ne criminalise pas en fait leurs attitudes, tant qu'on ne fait pas en fait une véritable pression diplomatique sur ces régimes-là, ils continueront à persécuter les femmes. Et oui, bien sûr, je pense comme vous tous, je pense qu'aujourd'hui, il faut accueillir effectivement les femmes afghanes. Emmanuel, je pense que le voile, dans cette situation, c'est presque un moindre mal. Exactement. C'est presque un moindre mal, parce que quand on voit qu'elles sont obligées d'aller dans des écoles, mais oui, des écoles clandestines, la malnutrition. Je vous donne juste un signe, dans un moment en fait qui n'était pas celui des talibans, c'est-à-dire que elles en ont ras-le-bol, ces femmes, si vous voulez, d'être. Vous savez, le voile, c'est simplement la vitrine de tout ça. C'est comme en Iran. N'oubliez pas en fait que la révolte qui a eu Emmanuel, laissez finir Emmanuel. Racontez qu'elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, racontez tout ce que vous savez de cela. Mais bien sûr, mais tout ça c'est le corollaire, Françoise. Vous savez, je suis d'accord avec vous comme ça. Si vous me laissez terminer. Si vous me laissez terminer. Mais la réalité c'est que le voile, je donne l'exemple du voile parce que évidemment que c'est le corollaire. Enfin, ce qu'elles subissent, c'est le corollaire de ce qu'on leur impose, de ce que ces régimes en fait islamiques brutaux, j'insiste là-dessus, en fait leur imposent. Et évidemment, dans la continuité de ça, bien sûr qu'on leur interdit en fait d'aller à l'école, mais c'est pire que ça. Elles sont considérées à peine plus que des animaux en fait en Afghanistan. C'est ça la réalité en fait aujourd'hui, d'accord ? Et je veux dire par là qu'il faut pas être dupe, c'est que tout se tient et que parmi ces femmes, donc moi que j'ai beaucoup côtoyé, il y a plein de femmes en fait qui sont des femmes qui ont fait des études, qui demandent pas mieux qu'à venir en France, qui peuvent nous amener aussi des compétences dans certains domaines, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parmi ces femmes, il y a des magistrates, il y a des avocates, il y a des journalistes, il y a des gens en fait tout à fait aussi éduqués que nous, et c'est des gens en général, ça c'est important quand même, dans l'ensemble, les Afghans, c'est un peu comme les Iraniens d'ailleurs, ils s'intègrent extrêmement bien dans les pays en fait dans lesquels ils viennent. Philippe Bilger. Emmanuel, est-ce que aussi bien l'Iran que l'Afghanistan ne sont pas des exemples terrifiants d'un départ qui est facile à faire? Et je pense aux auditeurs de Sud Radio qui semblent être hostiles à l'accueil des Afghanes, le départ qui est facile à faire entre ce qui peut relever dans les pays, dans leur vie interne, de contestations politiques dont à la limite on n'a pas le droit de se mêler, et d'autre part de transgressions humaines qui offensent l'universel et qui devraient mobiliser tout le monde. Est-ce que ça ne pourrait pas être enfin un critère accepté par tous? Emmanuel Razavi.
Alors, je ne sais pas, Philippe. Je pense que vous posez évidemment, la question de façon très logique pour nous occidentaux. Je partage ce que vous dites. C'est ça que je suis en train de dire. Mais en revanche, accepté par tous, ça voudrait dire que ça soit accepté en fait là-bas. Or là-bas, ça ne sera pas accepté puisque vous savez bien que ils nous mentent. Les Iraniens, comme les talibans, n'ont cessé en fait de mentir. Que ce sont des... L'Iran, c'est important d'en parler aussi parce que c'est un régime qui est en train de se talibaniser. Je suis désolé. Enfin, quand on gaze en fait des filles dans des écoles, on est à peu près au même niveau en fait que ce qui se passe en Afghanistan. Et je suis d'origine iranienne, donc j'en parle de façon très libre et très directe. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui. Moi, je pense qu'en fait, il faut criminaliser complètement ces régimes parce que ce sont des régimes criminels, tant en Iran en fait qu'en Afghanistan, et que si vous voulez que les Nations Unies condamnent. Bien sûr que c'est condamnable, mais ça fait quoi? Et ça fait des années en fait que ça dure. Ça fait non seulement des années que ça dure, mais on est totalement impuissant. Et en fait, on s'assoit sur nos valeurs en fait universalistes et on le montre bien par notre impuissance. On ne fait que les communiquer. Et Emmanuel Razavi, on a demandé à certains qui pensent non, il ne faut pas accueillir les femmes afghanes. Romain est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir. Ce qui est déjà très courageux. Romain, bienvenue sur Sud Radio. Vous dites un grand non? Non, pas du tout. Pour moi, il ne faudrait pas les accueillir. Le truc, c'est qu'on accueille une immigration illégale, en gros, qui dort sous les ponts. Maintenant, on accueille les Ukrainiens. Ensuite, on va accueillir les Afghans. Et le truc, c'est que nous, on a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire manque de budget pour l'hôpital, la police, l'éducation. On a des problèmes de pouvoir d'achat. Là, il y a le problème pour financer les retraites. Les impôts sont élevés. Et au bout d'un moment, charité bien ordonnée commence par soi-même, quoi. Donc, Romain, on comprend parfaitement, et vous avez raison sur certains points, mais là on est sur un point humanitaire en fait. Oui, mais quand vous comprenez, alors, ok, humanitaire. Et là, c'est pas de l'immigration illégale, ce seraient des gens à qui on offrirait un visa d'entrée, évidemment. Oui. Ok, donc humanitaire, on part du principe où les Africains, en l'an 2000, ils étaient 800 millions. En 2100, ils seront 4,5 milliards. Ce sont des gens, on est d'accord, qui n'ont pas de moyens ni quoi que ce soit. Donc si on parle d'un humanitaire, il va falloir également accueillir ces gens-là. Il va falloir voir pour accueillir les Ouïghours. Et au bout d'un moment, à force d'accueillir tout le monde, le problème c'est qu'il y a des gens, des Français qui dorment sous les ponts et qui n'ont même pas de quoi se loger, qui n'ont même pas de quoi manger. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi penser à nous, quoi. C'est bien de penser à tout le monde, mais au bout d'un moment, comment vous expliquez que on accueille, on considère, on a plus d'importance envers des gens qui, certes, sont dans un pays, les Afghans, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas bien, il y a plein de choses. Ok. Mais pourquoi on n'aiderait pas au bout d'un moment les SDF? Pourquoi on n'aiderait pas au bout d'un moment sortez dans la rue et voyez la misère partout. C'est un point de vue. J'entends votre point de vue. Il faut quand même rectifier ce que vous avez dit. Il n'y a pas 4,5 milliards d'Africains qui ont besoin d'aide. Je rappelle quand même que... Non, mais pardonnez-moi. En 2100, il y aura 4,5 milliards d'Africains. Mais merci, je connais les chiffres. Vous êtes en train d'expliquer que l'Afrique a besoin d'être aidée. Non, l'Afrique, c'est pas même 1 milliard de réfugiés africains. Les pays se dressent. L'Éthiopie, c'est 14% de croissance. Le Niger, n'en parlons pas. Vous allez à Kigali, c'est plus propre que les rues de Paris. Allez faire un tour au Rwanda. Donc cette image qui consiste à penser... Alors pourquoi il y a des Africains qui viennent? Expliquez-moi. Mais c'est autre chose. C'est bien qu'il y a une misère qui est là-bas. Donc pourquoi on les renvoie pas là-bas? Mais pourquoi vous voulez les renvoyer? Ils créent des valeurs. Il y a une immigration légale. Vous confondez tout. Vous avez une immigration légale. Mais non, je ne confonds pas tout. C'est qu'au bout d'un moment... Mais ils créent de la valeur. Au bout d'un moment, les gens qui viennent ici, on les aide. L'État les aide. Non, c'est pas vrai. Pourquoi on n'aiderait pas? C'est pas vrai. Arrêtez. Pourquoi on n'aiderait pas les gens? La CMU, pas la CMU, l'aide médicale d'État. Ok, c'est 1 milliard, d'accord. Vous savez pourquoi on la verse? Vous savez pourquoi on la verse? Pour éviter les prophylaxies, justement. Vous savez pourquoi tout le monde y a droit? Parce que si vous avez... Non, les épidémies, pas les prophylaxies. Oui, mais tout le monde y a droit, mais qu'en France. Mais écoutez, alors c'est absolument faux. Voilà encore une fake news. C'est un dispositif européen. Vous avez la CMU en Espagne. Mais non, mais européen, mais c'est pareil. Écoutez, on donne à l'Europe. L'Europe, c'est pas... Au bout d'un moment, il faut arrêter avec l'Europe. La France a donné 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour arrêter le charbon. Mais putain, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Mais pourquoi? Vous avez on va donner le mot de la fin à Emmanuel Razavi. Emmanuel Razavi, est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir des réactions épidermiques parce qu'on a 84% des gens qui ne veulent pas accueillir les femmes afghanes?
Alors oui, bien sûr, j'entends en tout cas, je vais citer après Rocard Mitterrand qui disait le seuil de tolérance est dépassé. Est-ce que c'est pas finalement un peu ça? Non, mais en fait, si vous voulez, moi je rejoins assez quand même Françoise qui a dit une chose importante, deux choses importantes. D'abord, c'est l'honneur de la France. La deuxième chose, c'est moi qui l'ai dit. Sébastien qui l'a dit. Ah, pardon, excusez-moi, Sébastien. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons, comment dire, aujourd'hui une capacité d'absorption. Il y a le ras-le-bol, mais il faut pas mélanger tous les problèmes. L'Afrique, c'est pas l'Afghanistan. Enfin, moi, je vois parce que je connais assez bien la communauté afghane. Écoutez, parmi les Afghans, en fait, que je vois autour de moi, ils sont pas la CMU, ils sont ingénieurs, profs de fac, enfin, etc. Et donc, il faut arrêter, en fait. Alors, bien sûr, il y a aussi de la délinquance qui arrive, mais ça, c'est une migration clandestine et illégale. Mais je crois, en fait, qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il est bon, en fait, comment dire, de regarder les choses de façon apaisée et de voir, en fait, une immigration, un pays sans immigration, ça meurt. Donc, il faut aussi de l'immigration. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on accueille de la misère quand on accueille, en fait, des migrants. Surtout, je le répète, les gens qui viennent de cette région-là, qui ont une capacité, en fait, d'adaptation qui est assez importante. Et en général, les gens, en fait, qui veulent fuir, en fait, l'Afghanistan sont plutôt des gens, c'est pas systématique, mais c'est plutôt ça, qui ont quand même fait des études, donc il y a une capacité, si vous voulez, à se fondre dans la société. Capacité de rebond voilà. dans un pays et bien étranger. évidemment, je comprends votre auditeur qui en a ras-le-bol de l'immigration clandestine, etc., mais c'est autre chose. On parle de deux choses distinctes, moi, je pense, aujourd'hui, et puis d'une valeur importante. Vous savez, partout où la liberté des femmes recule, d'accord, c'est la démocratie qui recule. Alors en Afghanistan, il n'y a pas de démocratie, c'est évident, mais on retourne à l'âge des cavernes. C'est ça qui est terrible. Il faut vraiment prendre en fait le problème, la question des femmes, notamment dans ces pays-là, il faut la prendre extrêmement au sérieux. Oui. Je te le dis. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, absolument. Et merci à Romain merci à Romain parce que c'était pas facile forcément, j'imagine, avec cette question. En tout cas, merci de ce témoignage. Ça vous va ou ça vous va pas, et on peut comprendre. On vous laisse la parole. Vous restez avec nous. L'émission n'est pas finie. On reste ensemble avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard jusqu'à 19h. À tout de suite. Vous aussi, vous êtes toujours là et merci beaucoup. Et vous nous appelez, vous êtes très nombreux à nous appeler. Ça sonne. Et Roland est avec nous de Seine-et-Marne. Bonsoir Roland. Oui, bonsoir les vraies voix. Bonsoir à tous. Comment ça va? Écoutez, dans un climat un petit peu anxiogène, un petit peu énervé, un petit peu compliqué pour tout le monde. Oui, c'est bien compliqué. Globalement, moi je me plains pas trop, ça va. Je bosse. Voilà, je bosse et ça va quand même malgré tout. Bon, tant mieux. Et vous vouliez réagir? Oui. Sur le premier débat. Tout à fait, parce que c'est un sujet qui me tient quand même assez à cœur. Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit un scandale que les multinationales fassent des bénéfices. Tant mieux pour elles, quelque part. Mais en revanche, ce qui est un scandale, ce qui est pas admissible et qui devrait pousser les gens à se révolter, c'est que ces entreprises puissent se remplir autant les poches sans tenir compte d'une vraie revalorisation salariale. Par exemple, quand il s'agit des négociations annuelles obligatoires, je sais pas moi, quand on propose 0,35% ou 1%, je trouve ça limite c'est ridicule quoi. Et surtout une meilleure et plus équitable répartition des bénéfices. Quand on sait que, par exemple, moi je travaille pour une grosse boîte de transport français. Pour ne pas la citer, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. Bien sûr, vous avez le droit. Oui. Donc je bosse pour Chronopost déjà depuis plus de 20 ans. Et, vous avez mon colis ou pas? Écoutez, en antenne, vous me donnez le numéro, je vais faire une recherche pour vous, il n'y a pas de souci. Je viens vous le ramener en personne avec grand plaisir si vous voulez. Non, je voulais juste savoir pourquoi il venait toujours quand je suis pas là. Ça c'est un autre problème, c'est la sous-traitance. Voilà, c'est ça. Le problème de sous-traitance à outrance qui occasionne parfois des... Il faudrait que les clients le sachent. Oui. La sous-traitance, c'est pas forcément un gage de qualité. Ça, c'est vrai. Pardon, je vous ai coupé pour faire une blague pourrie. Allez-y. Oui, pas de souci. Non, mais de toute façon, on est habitué. Il n'y a pas de problème. Vous parlez bien, Roland. Je vous remercie. Je vous retourne le compliment du coup. Mais sachant que par exemple Chronopost, en augmentation générale au NAO, propose uniquement 2% d'augmentation sur les salaires. Sachant qu'ils font des bénéfices pas possibles.
à chaque fois qu'il budgète, par exemple, 70 000 euros sur une année, il le dépasse de 10, 15 000 euros. Enfin, je parle en millions d'euros, pardon, 15 millions d'euros. Donc, dire qu'ils réinvestissent, bon, je ne sais pas trop si ils réinvestissent certainement, mais ils auraient la capacité vraiment de faire mieux, je pense. Bien sûr. Ça me fait penser à la SNCF veut réagir, oui. Oui, parce qu'en fait, sur les boîtes du CAC 40 qui font 142 milliards, je ne sais plus laquelle, mais je crois que l'un des fleurons de l'industrie du luxe a reversé à l'intégralité de son personnel des primes. Alors c'est peut-être pas assez, on pourrait peut-être faire plus. C'est 2000, alors que Hermès a fait 4000. 400 millions d'euros à ses salariés. Non, LVMH a fait 2000 alors qu'Hermès a fait 4000. Voilà. 4000. Donc c'est déjà bien, c'est probablement pas suffisant. Oui, mais ça rentre pas dans le retraite, dans tes cotisations, tu comprends, ça n'a rien à voir avec du salaire en fait. Il y a peut-être un certain nombre d'aménagements à faire. En tout cas, ce qui est certain, moi je dis que c'est une bonne nouvelle. Qu'on ait de belles sociétés sous pavillon français qui performent et qui soient susceptibles de redistribuer et de concentrer autant de dividendes, il faut les redistribuer. Voilà, il faut réinvestir. Il y a d'autres pays. Je discutais avec un oligarque. Vite, on n'a pas de temps. Dans certains pays, on reverse, l'État incite à reverser 30% des dividendes. Ouais, c'est une bonne idée. C'est parfait, c'est la Russie. Mais c'est la Russie, alors on s'en fout, c'est un mélange de communisme-libéralisme, donc c'est pas le sujet. Merci beaucoup, Roland, en tout cas, de nous avoir appelé, et je vous prends hors antenne. Non, je plaisante. Non. Si c'est des chocolats, vous livrez le colis de Cécile de Ménibus à votre serviteur. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci mille fois de nous avoir appelés. Merci pour votre témoignage. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Malgré le Ménard, c'était la fête à Françoise. Et on a tout fait pour pas qu'il vienne. Il est venu quand même. 8 heures d'avion. Dans de voiture. J'ai mis tous les grévistes sur son parcours. J'ai fait faire toutes les gares. Voilà. C'était ça. Vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France. On va vous parler des camions MAN. On reviendra aussi sur les aides-feux et sur les métiers de demain dans le secteur automobile. Et on parlera de cette saga de Monneray. Vous savez, c'est toute une famille, une dynastie de pilotes de moto avec un nombre de victoires, un truc hallucinant. Allez, c'est dans un instant et on est ensemble jusqu'à 20h.